Salut, grand vainqueur des élections en Algérie grâce à un fort taux d'abstention. Reportage de nos envoyés spéciaux et analyse avec notre invité, l'écrivain algérien Slimane Zeguidour. L'affaire Carignon relance le problème des courants au sein du RPR. Jacques Chirac tape du poing sur la table. Tous ceux qui franchiront la ligne jaune seront exclus. Rolf Daubertin devant les assises ou le procès d'un espion. Pendant plus de 15 ans, ce chercheur au CNRS avait transmis des documents et des microfilms à son pays, l'Allemagne de l'Est. Enfin, en football, match nul 0-0 pour Uruguay et Espagne cet après-midi. Gros plan ce soir sur les petites équipes qui font les grands matchs de ce mondial. Bonsoir, l'Algérie deviendra-t-elle un nouvel Iran? C'est la question que l'on se pose déjà dans de nombreux pays méditerranéens, encore sous le choc de la victoire des islamistes aux élections municipales et régionales en Algérie. Et comment ne pas se la poser quand on apprend que des villes comme Alger, Oran, Constantine, Annaba seront désormais dirigées et gérées par des intégristes? Cette poussée religieuse provoquera-t-elle un changement de régime en Algérie même? Quelle sera l'attitude de l'armée? Les deux autres pays du Maghreb seront-ils touchés à leur tour? Comment la communauté algérienne en France réagit-elle? Quelle sera l'attitude de Paris? Voilà toutes les questions auxquelles nous tenterons de répondre avec notre invité, l'écrivain algérien Slimane Zeguidour. Bonsoir. Bonsoir. Mais rendons-nous tout d'abord en Algérie, Élise. En Algérie, et plus précisément à Alger, dans la capitale comme ailleurs, le Front islamique de Salut a devancé le FLN, l'ex-parti unique, et toutes les autres listes. Un résultat que le ministre de l'Intérieur lui-même a eu du mal à admettre. Vous allez le voir dans le reportage de nos envoyés spéciaux, Morad Aïtabouche et Marc Dou. Autour de la table, tout le monde s'affaire, sous l'œil vigilant d'un frérot, un barbu. Nous sommes dans le bureau de vote, place du 1er mai. Ici, le Front islamique du Salut s'est imposé, 147 voix contre 31 pour le FLN. Pour l'ex-parti unique, c'est la déroute. Plus tard, dans la nuit, le ministre de l'Intérieur confirme, un peu gêné. La tendance générale qui se dégage donne une prééminence au Front islamique du Salut, suit immédiatement après le FLN. Aussitôt les résultats connus, au siège du fils, Abbassi Madani à la victoire modeste. Le FLN n'est pas dans une défaite. Il sera avec nous dans une fête. Le FLN et nous et d'autres partis, nous tous, nous cherchons le bien du peuple algérien. Explosion de joie ce matin dans les rues de Kouba, l'un des fiefs du Front islamique du Salut. Ils veulent tous le Coran comme constitution. L'islam a toujours été, même les Européens et les Américains reconnaissent que la crise qui règne, la crise économique et politique ou bien sociologique, c'est toujours l'absence d'une idéologie complète. Vous êtes plutôt satisfaite de la place qui est laissée à la femme dans le Coran? Oui, bien sûr. Hein. Bien sûr. Ah oui. Aucune loi sur Terre n'a donné vraiment les droits pour la femme comme enfin, a été donné par l'islam. Après 25 ans de parti unique et hégémonique, une partie des Algériens reste vigilant. Tous on est d'accord avec lui, mais à condition qu'il soit un homme. Il ne soit pas comme les autres. Il met dans sa poche. Alger, Oran, Annaba, Constantine, 4 des plus grandes villes sont tombées aux mains du Front islamique du Salut. D'autres suivront. Les résultats n'ont pas tous été communiqués par le ministère de l'Intérieur. Une certitude, le peuple a désavoué le FLN, l'ex-parti unique. Mais un désaveu au profit des islamistes. 40% d'abstention, l'appel au boycott d'Ossinaït Ahmed, le président du Front des forces socialistes, est jugé ici comme une erreur historique qui a favorisé la percée du fils. Un grand vainqueur de ces élections, donc le Front islamique de Salut, mais surtout son leader, Abbassi Madani, un homme que l'on connaissait à peine il y a 2 ans, mais qui s'est imposé très vite sous des airs tranquilles de père de l'islam. Portrait, Joël Hazard. والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وبعد. أولا أهنئ الشعب الجزائري كله بكل شرائحه. لقد أظهر مستوى من الوعي أذهل به حساده وأعداءه. تدخل النتائج الأولية أن الجبهة الإسلامية هي التي تفوقت. رقم 1 6. Nous avons entendu la voix de M. Madani, mais pas celle de
Joël Hazard, un incident technique, nous y reviendrons tout à l'heure, mais je vous propose d'écouter la réaction d'Algériens vivant en France, et particulièrement ceux de Marseille, témoignages recueillis par notre confrère de la station de Marseille, Jean-Louis Vincent. Alger, Oran, Constantine, la victoire du Front islamique du salut dans plusieurs grandes villes d'Algérie est avant tout saluée à Marseille comme la défaite du FLN. Après 28 ans de pouvoir sans partage, le parti issu de l'indépendance va connaître une opposition et chacun ici s'en félicite. Ce scrutin suscite également deux autres réactions, l'inquiétude et l'interrogation. Inquiétude d'abord d'entendre à la radio des commentateurs comparer l'Algérie à l'Iran et de ramener l'islam algérien, sunnite, orthodoxe et plutôt modéré, à un islam iranien chiite et fanatique. L'interrogation concerne l'avenir d'un pays en crise, l'Algérie, où les jeunes et les chômeurs n'ont pour l'instant aucun avenir. Nous sommes très fiers d'avoir le fisc qui avait gagné et nous pensons avoir l'écrasement total du FLN, car nous avons eu assez avec cet FLN qu'ils ont, pour ainsi dire, ruiné l'Algérie dans tous les domaines. Vous êtes content de la victoire du fils? Oui, nous sommes tous contents ici, les Algériens sont très contents. Nous espérons avoir un changement. Comment pensez-vous que l'Algérie puisse sortir de la crise? La crise, on peut sortir si on tient au Tout-Puissant, là, au bon Dieu, Allah. C'est lui qui nous donne à manger. Les Algériens de l'immigration attendaient bien sûr un changement politique. Ce changement est aujourd'hui réalité. À Marseille, la victoire du fils est commentée avec espoir et prudence. Tout le monde ici souhaite que l'Algérie sorte de la crise. Le fils pourra-t-il y concourir? Réaction la plus courante, Inch'Allah. Monsieur Zeguidour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes algérien, vous êtes écrivain, vous êtes l'auteur d'un nouvel essai sur l'islam, le voile et la bannière, publié par la maison d'édition Hachette. Alors vous connaissez bien l'islam, mais l'intégrisme, à votre avis, pourquoi cette poussée islamique dans votre pays? Parce que je crois que le FLN, qui gère le pays de façon jalouse et autocratique depuis l'indépendance, s'est rendu coupable de telles malversations, d'une telle impopularité, et pire que ça, d'une inefficacité si profonde, si délirante presque, que les gens se sont tournés finalement vers la religion. Vous n'excluez pas un changement de régime? Je crois qu'on ne peut rien exclure ce soir après ces élections, qui sont un vote sanction d'abord contre la FLN, mais aussi elles révèlent que 40% d'Algériens qui pour la première fois pouvaient voter démocratiquement ne l'ont pas fait. Et ça reste une inconnue. Parce qu'il y a deux explications. Ou bien ils ont été tellement échaudés par les élections proposées jusque-là par le FLN qu'ils n'y croient vraiment plus. Ou alors ça montre qu'ils ont obéi aux injonctions d'Aït Ahmed leur demandant de boycotter les élections, et ça veut dire que ça marque aussi l'autorité d'Aït Ahmed, même si c'est en creux et par omission. Alors nous avons vu et entendu le leader du Front islamique, le Cheikh Madani. Est-ce qu'il s'agit d'un nouveau Khomeini? Ça n'a rien à voir, je vous dirais, parce que Khomeini, c'est d'abord un théologien, et un théologien de haut vol. Et d'une. Et deuxièmement, chez les chiites, il y a un clergé. Et Khomeini avait atteint les sommets de la hiérarchie chiite. Il était devenu aussi un politique de haut vol. Il était devenu un politique, et donc il avait, si vous voulez, au-dessous, il reposait quand même sur une hiérarchie chiite qui avait son histoire et sa culture. Et en même temps, il était un théologien, et il a fini par incarner l'opposition des couches, de larges couches du peuple iranien contre le Shah. Ce n'est pas le cas d'Abbasi Madani, qui est un professeur de sciences humaines, qui est certes un très bon croyant et un très bon pratiquant, mais il n'a pas fait la preuve qu'il était un très grand théologien. Mais il est en train de faire la preuve qu'il peut être un homme politique. Certainement. Et terrible pour ses adversaires. Certainement. Je crois que son côté bonhomme doit cacher une détermination très profonde. Cela dit, il a brillé par son côté évasif lorsqu'on lui a demandé plusieurs fois dans des émissions de télévision ce qu'il devrait faire pour l'Algérie. Il est resté évasif. Et ça me fait penser à Khomeini qui se voulait rassurant, on offre le château, on a vu la suite. Oui, sur ce plan-là, on peut faire le rapprochement, mais encore une fois, ce sont des hommes très différents. Bien, on connaît la nature évidemment particulière, singulière des relations entre la France et l'Algérie. Il nous a donc paru intéressant d'entendre la réaction de François Mitterrand en visite actuellement dans l'océan Indien. Écoutons le président de la République. Aux Comores, où François Mitterrand restera jusqu'à demain matin, le nouveau président Saïd Johar a promis, je le cite, la pratique de la démocratie réelle. François Mitterrand l'y encouragera.
Quant au manque à la démocratie, on le paye toujours, a expliqué ce matin le président de la République. Une allusion directe à l'Algérie. La France espère pouvoir poursuivre dans de bonnes conditions sa coopération avec ses voisins algériens. Quant à la loi française, celle qui s'applique chez nous, quelles que soient les évolutions de l'opinion algérienne, cette loi elle continuera de s'appliquer. Je veux dire la loi qui préside au problème de l'immigration. L'attitude de François Mitterrand peut se résumer ainsi: prudence et sang-froid, parce qu'on ne sait pas ce que ces élections algériennes portent en elles. Ensuite, dit l'entourage du président de la République, il faut savoir comment le gouvernement algérien va réagir maintenant, quelles mesures il va prendre. La France, pour sa part, veut éviter toute attitude, toute parole d'exclusion ou de condamnation qui pourrait provoquer en Algérie une vague anti-française. Il faut à tout prix éviter, dit-on à l'Élysée et dans l'entourage du président de la République, les erreurs qui ont été commises à l'égard de l'Iran quand les intégristes se sont installés là-bas. On dit que de nombreux Algériens veulent déjà se rendre en France. Oui. Par crainte. Oui, mais je crois que cet exode a plus ou moins commencé chez les hauts fonctionnaires et chez les gens de très haute qualification. Mais ils ne viennent pas seulement en France, ils vont en Australie, au Canada aussi. Merci, M. Zeguedou. C'est moi. Comment se déterminer clairement face au Front National sans mettre en péril la cohésion du parti? C'est la question que se pose le RPR à la suite de la prise de position d'Alain Carignon dans l'élection cantonale de Villeurbanne. La réponse en fait n'a pas tardé. Alain Carignon a été mis en congé, mais le problème n'est pas tout à fait résolu pour autant, Michel Lemerle. Non, pas du tout. Ce bureau politique vient de se terminer à l'instant. Il a confirmé le carton rouge infligé à M. Carignon. Pratiquement à l'unanimité, il y a deux voix qui s'y sont opposées, celle de Maurice Schumann et celle de Michel Noir. Mais au-delà du cas d'Alain Carignon, ce qui préoccupe surtout la direction du parti, c'est le fonctionnement du courant. C'est un élément qu'elle ne maîtrise pas bien, ça ne fait pas partie, il est vrai, de la culture RPR, si bien que la direction est très agacée de voir qu'en permanence, chaque fois qu'elle veut passer un message, il se trouve un individu ou un courant pour le brouiller avec une autre déclaration. Or, l'essentiel aujourd'hui, au-delà du cas d'Alain Carignon, a été consacré à cette discussion, comment établir un code de bonne conduite au sein du RPR et tracer les limites de l'indépendance des courants. Il y a eu d'ailleurs une application dès la sortie. Pour une fois, la plupart des membres ont été extrêmement discrets sur ce bureau. Michel Noir s'en est même tiré par une pirouette en nous confiant qu'il pesait 102 kilos et que ce serait très difficile de le pousser hors du parti. Merci Michel. Élise ? Justice, un espion dans le box des accusés. Après 11 ans de procédure, Rolf Daubertin devait aujourd'hui répondre d'intelligence avec des agents d'une puissance étrangère. Pendant 15 ans, ce chercheur au CNRS en France a en effet transmis des documents et des microfilms confidentiels à son pays, l'Allemagne de l'Est, son nom de code, l'épervier. Emprisonné pendant près de 4 ans, il comparaissait libre aujourd'hui pour la première journée de son procès. Compte rendu d'audience, Clément Veil-Rénal. Daubertin a un gros dilemme. Il vient d'un pays, la RDA, où tout citoyen était considéré il y a encore peu de temps comme un espion potentiel et où tout refus de coopérer avec les services secrets pouvait être assimilé à un acte de haute trahison. Arrivé en France dans les années 60, ce brillant chercheur au CNRS a été arrêté en 79 par la DST. Il reconnaît avoir transmis à la RDA une quantité considérable d'informations et de rapports scientifiques relatifs à la fusion thermonucléaire. Mais il nie être un espion au sens où l'entend le tribunal. Mais enfin, Daubertin, s'exclame le président, on a trouvé chez vous des appareils photos dissimulés dans un ours en peluche, des postes de radio pour les transmissions, des manuels de chiffrage. Tout ça, c'est de l'espionnage. Vous étiez en mission. Je n'ai pas d'autre mission que de faire des études et de transmettre mon savoir à d'autres scientifiques, répond Daubertin. Ces rapports étaient codés, souligne le président. Vous les avez transmis aux services secrets, pas à des scientifiques. Mais en RDA, explique Daubertin, tout passe par les services secrets. Quant au nom de code, là-bas, c'est une formalité. Il ne faut pas qu'une secrétaire trop indiscrète puisse savoir d'où ça vient. La défense de Daubertin, c'est le contexte de l'époque. S'il n'y avait pas eu le mur de Berlin, explique-t-il, les scientifiques de RDA auraient pu se procurer tout naturellement ces rapports scientifiques. Le reste n'est qu'un problème de transmission. C'est ce qui explique, selon lui, ces rendez-vous secrets, ces messages chiffrés, ces boîtes aux lettres clandestines et la formation au renseignement qu'il a reçue en RDA. Mais c'est précisément ce qui caractérise pour le tribunal le crime d'intelligence avec les agents d'une puissance étrangère. Le procès doit durer 3 jours. Verdict vendredi soir.
Confusion et affrontements apparemment sévères en Roumanie, à Bucarest même. Des milliers de manifestants viennent d'envahir, nous avons reçu un télégramme à l'instant, viennent d'envahir les couloirs de l'immeuble de la télévision où s'est déroulée la révolution roumaine. La télévision vient d'interrompre ses émissions. Les précisions de Pascal Verdeau. Chasse à l'homme et matraquage, scènes de combat de rue avec leur cortège de voitures incendiées, de témoins terrorisés. Le centre-ville de Bucarest, quadrillé par la police. Après l'arrestation mouvementée ce matin de 263 personnes, anticommunistes farouches qui campaient jour et nuit sur la place de l'université, et la destruction des tentes plantées dans la zone symbolique libérée du communisme, des centaines de Roumains sont revenus sur la place, harceler les forces de police. Attaque du siège de la police ce soir à coups de cocktail Molotov, au cri de « Réveille-toi roumain », le chant des révolutionnaires de 1848, et comme un ralliement, Timișoara, la ville symbole de la révolution, scandée par toutes les poitrines. Première réaction des autorités qui affirmaient que la place était livrée au trafic de la drogue, à la prostitution et au marché noir, sous forme d'un communiqué télévisé du président roumain. Ion Iliescu lance un appel aux forces démocratiques pour empêcher toute tentative de coup de force. Un président fort de sa légitimité électorale, mais qui a besoin de la rue pour conforter son autorité. La révolution roumaine ne bégait plus, elle dérape. La marée noire qui s'étend au large des côtes du Texas pourrait être maîtrisée. Après 4 jours de lutte acharnée, les pompiers ont enfin réussi à éteindre l'incendie qui faisait rage à bord du mégaboard. Mais le pire est encore à craindre pour la faune et pour la flore. Explication Jean-Paul Géroard. La Borg fume toujours, pourtant cette fois, le brasier est sous contrôle. Le capitaine des gardes-côtes en a fait l'annonce, tout en précisant qu'un foyer d'incendie subsiste sous le pont du bateau. Seulement maintenant, les sauveteurs vont se heurter à d'autres difficultés. Le pétrole qui n'est plus brûlé se déverse directement dans l'eau. Depuis 5 jours, près de 400 000 litres se sont déjà répandus. Il s'agit d'un pétrole léger dont la majeure partie a brûlé ou s'est évaporée. Les résidus forment tout de même une nappe de plus de 20 km de long qui dérive en direction des côtes texanes à 100 km de là. Des milliers de litres de produits dispersants et 15 navires écumeurs ont été mis en place pour retarder la progression. Un super pétrolier britannique est arrivé sur place pour pomper ce qui reste des 144 millions de litres du Métaborg lorsque tout aura été éteint. Lors de cette opération, le pire peut encore se produire. Le bateau est très déséquilibré, les risques de naufrage sont importants. Les côtes du golfe du Mexique, ses habitants, ses pêcheurs et ses centaines d'espèces d'oiseaux ont encore du souci à se faire. Et un nouveau télégramme nous parvient de Bucarest. Les affrontements ont fait 1 mort et 33 blessés. Chapelle d'Arblay, affaire classée, son destin est désormais entre les mains du groupe finlandais Kymmene, avec la bénédiction du gouvernement français. Reportage de notre station de Rouen, commentaire Samuel Costa. Les jeux sont faits. Après l'abandon du Suédois Stora, le Finlandais Kymmene est seul maître à bord. Pour le personnel, habitué au dépôt de bilan et au plan de redressement, l'annonce de la cession reste un point d'interrogation. Ils sont également un point d'interrogation, en ce sens que l'emploi étant rattaché à l'investissement, si l'investissement ne se réalise pas, il y aura certainement des problèmes à moyen terme. Pour la seconde fois en 2 ans, la chapelle d'Arblay change de propriétaire et cette fois, on l'espère définitivement. Le gouvernement français exige des Finlandais le maintien des 1170 emplois, de nouveaux investissements en machines de l'ordre de 2 milliards de francs et le remboursement de 1 milliard de francs, soit environ le tiers des aides publiques accordées par l'État depuis 1983. L'actuel propriétaire, François Pinault, se verra remettre 1,3 milliard par les repreneurs, de quoi rembourser ses mises précédentes et réaliser un joli bénéfice de 525 millions de francs en 3 ans. L'investissement total des Finlandais, au bas mot de 4,5 milliards, n'a rien d'une action philanthropique. Malgré les aléas, la chapelle d'Arblay a réalisé en 89 110 millions de bénéfices. Jean-Marie Le Pen et Bernard Antony insultent, frappent et crachent à la figure d'un député socialiste belge au Parlement européen. C'était cet après-midi à Strasbourg. Les parlementaires en sont venus aux mains après une discussion très animée sur la venue de Nelson Mandela à Strasbourg. Pascal Justice présente les autres événements du jour couverts par notre réseau régional.
La nouvelle unité de radiothérapie qui devait ouvrir ces dernières semaines au centre anticancéreux de Caen menace de s'écrouler, responsable des défauts dans les matériaux de construction. L'édifice sera rasé puis reconstruit. Il avait pourtant été spécialement conçu pour abriter un accélérateur utilisé pour les irradiations. Coût de la perte, 6 millions de francs. 30 tonnes de truites anéanties à la suite d'une pollution agricole au sud de Saint-Brieuc. Un agriculteur avait déversé des produits toxiques dans son champ en amont de la réserve de truites. C'est un orage qui les a fait couler jusqu'à la pisciculture. À 50 francs le kilo, cela fait une jolie perte. Un accident d'hélicoptère à Pau fait 1 mort et 2 blessés. L'appareil du 4e régiment d'hélicoptères de combat s'est écrasé pendant l'entraînement, tout près du camp de Rose. L'officier a été tué, le pilote et le mécanicien grièvement blessés. 57 petites filles roumaines en vacances dans les Landes à l'initiative de Médecins du Monde. Elles viennent d'un orphelinat de Deva, une ville industrielle près de Timișoara. Elles ont de 7 à 14 ans. Aujourd'hui, elles découvrent la mer. C'est leur premier bain. Une première européenne aux eaux de Montpellier où une insémination artificielle a été réalisée hier sur ces 2 femelles guépards. Connaîtront-elles jamais les géniteurs originaires de Namibie? Pourtant, ils vivent à quelques kilomètres d'elles dans la réserve de Sijan. La Coupe du Monde de football nous surprend agréablement. Nous en parlerons dans un instant avec Rémi Ludicelli. Mais tout d'abord, l'image obligée, malheureusement. L'image des hooligans. 8 hooligans anglais expulsés de Sardaigne ont été interpellés ce matin par des gendarmes de Porto Vecchio, en Corse du Sud. La nuit dernière, ils se sont battus avec des clients dans un bar. Ils contestaient le prix de la bière. 3 d'entre eux ont été blessés, vous le voyez, aux jambes et à la poitrine, par des décharges de plomb. Revenons vite sur les terrains de football où on découvre la qualité de jeu des petits qui jouent mieux que les grands. Rémi. Oui, c'est ça, les petits qui jouent mieux que les grands, et ça c'est tout simplement le bol d'air de cette Coupe du Monde. L'Algérie nous avait déjà habitués à des performances comme ça il y a quelques années au cours d'une autre Coupe du Monde. Et puis cette fois on a vu le Cameroun tout simplement qui bat l'Argentine, le Costa Rica qui bat l'Écosse. Et puis hier soir, aux surprises, l'Égypte qui se paye le luxe de faire match nul avec les Hollandais, champions d'Europe en titre. Les Hollandais qui sont parmi les grands favoris de cette Coupe du Monde. Alors, comprendrez Paul que ça méritait bien un coup de chapeau aux vedettes égyptiennes. On va leur donner tout de suite. Et ça commence avec Gamal Abdelhamid, c'est le capitaine de cette équipe. Il a 31 ans et il s'est distingué hier. On retrouve aussi Abdelhamid en deuxième mi-temps. Il balade Rijkaard, un petit tour à droite, un petit tour à gauche, il faut quand même le faire. Centre pour Abdou et Van Breukelen sauve encore les Hollandais. Et puis Magdi Abdelghani, alors lui il est demi-défensif, il a 31 ans. C'est le seul international égyptien, il joue au Portugal et ici il vient de marquer le penalty qui permet aux Égyptiens de faire match nul avec les Hollandais. Et c'est évidemment la fête dans les rues du Caire. Vous l'avez vu, la fête dans les rues du Caire, parce que hier soir, on s'est rappelé que l'Égypte avait battu difficilement l'Algérie pour se qualifier pour cette Coupe du Monde. Et bien cette fois, l'Égypte a prouvé qu'elle avait parfaitement sa place dans cette Coupe du Monde. Alors ce soir, encore un match à ne pas oublier, vous saurez tout dans Soir 3, c'est le match URSS-Argentine, c'est 2 grands qui essayeront de se racheter, parce que pour l'instant, comme vous l'avez dit Paul, ni l'un ni l'autre n'ont bien joué. Ni l'un ni l'autre pour l'instant n'ont bien joué, et les Argentins surtout à Naples, avec Maradona, voudront se racheter. Merci Rémi, à demain à 19h et de toute façon vous serez présent dans Soir 3. Fin de ce 19-20 à 20h le rire avec Fabrice comme chaque soir. À 20h35 la chanson de qualité avec un très grand de la chanson, Georges Brassens. Le prochain rendez-vous avec l'information c'est à 22h15, Soir 3 présenté par Marc Hautement. Tout de suite la météo complète de Florence Klein. Et n'oubliez pas le magazine de Christine Bravo vers 21h55. Bonsoir, à demain 19h. Bonsoir.